on a deux points de vue, donc le point de vue de Carlotta et on a un autre point de vue dans ce livre qui est le point de vue de Montgomery Lockton. Et ce personnage travaille en fait pour le docteur Moreau. Au début du livre, nous sommes en 1871 et Carlotta a 14 ans. Et Montgomery, lui, je ne pense pas qu'on dit exactement son âge, je ne me souviens plus, mais en tout cas il est beaucoup plus vieux qu'elle. Il a peut-être 30 ans, une trentaine d'années. Donc dans le premier chapitre elle a 14 ans et ensuite dans les autres chapitres elle a 20 ans. Et premièrement ce qui m'a gênée c'est que Montgomery tombe amoureux de Carlotta. Mais il l'a connue quand elle avait 14 ans. Et lui il est beaucoup plus vieux qu'elle. Donc c'était un peu malaisant pour moi. J'ai pas trop aimé ça, cette pseudo-romance. Enfin c'est pas vraiment une romance parce que il n'y a que lui en fait qui est intéressé. Elle n'est pas intéressée. Et d'ailleurs je savais pas qu'elle allait avoir cette pseudo-romance. Un peu bizarre. Mais bref. Donc ça déjà c'est un point négatif pour moi. Et en fait Montgomery il aide donc le docteur Moreau dans ses expériences les hybrides parce que le docteur Moreau crée des hybrides, donc des créatures mi-humaines, mi-animaux. Et ces hybrides sont destinés à obéir à leur créateur. Donc en fait on les crée pour qu'ils travaillent comme ouvriers, comme paysans, voilà, pour faire le dur labeur en fait. Et donc voilà, c'était pas ouf. Donc ici nous sommes dans une science-fiction historique. Son précédent livre Mexican Gothic était beaucoup plus prenant, plus page turner. L'univers horrifique et sombre de Mexican Gothic ici on ne le retrouve pas forcément puisque c'est une science-fiction historique. Mais le roman n'a rien d'incroyable. Ce n'est pas mal écrit. Bien au contraire, j'aime bien le style d'écriture de cette autrice. Je trouve que les descriptions sont magnifiques. Mais il ne se passe rien du tout. Et tout est prévisible. En fait, on comprend tout de suite pourquoi elle est malade. On comprend ce qui se passe en fait. Et ensuite, et quand on a le point de vue de Montgomery, il est toujours en train de se plaindre. Il est attiré par Carlotta, il est amoureux de Carlotta, voilà. Mais elle s'en fout complètement quoi. Donc voilà, c'était pas... il n'y avait rien de... Voilà, il n'y avait pas de plot twist, il n'y avait pas de... J'ai pas très bien compris à quoi ça sert en fait. C'était quoi en fait? J'ai pas compris. C'était pas hyper intéressant. J'ai pas aimé du tout. J'ai compris en fait pourquoi il y avait plein d'avis négatifs sur celui-ci. Et je suis tout à fait d'accord du coup avec les avis négatifs.
aux éditions de Saxus. Donc pareil qu'Ildid, je l'ai lu le mois dernier. J'avais bien aimé, donc je me suis acheté le tome 2 et je l'ai lu. Pour vous refaire un résumé du tome 1, nous avons Serilda qui est la fille d'un meunier et dès sa naissance elle a été maudite par le dieu du mensonge. Elle a développé en fait un talent pour raconter des histoires fantastiques mais totalement fausses. Et un jour, l'une de ces histoires attire l'attention du sinistre roi des aulnes. Elle lui raconte qu'elle peut filer la paille en or, ce qui est totalement faux. Et donc lui, il ordonne Serilda de venir dans son château et d'accomplir la tâche de filer la paille en or avant le lever du soleil. Ou alors sinon elle sera tuée pour avoir raconté des mensonges. Mais heureusement pour elle, il y a un garçon, un jeune homme, qui vient à son aide. Donc il accepte de l'aider. Mais elle doit donner en retour, c'est-à-dire que tout a un prix et rien n'est gratuit. Donc j'avais été très intriguée par le premier tome. J'avais bien aimé, j'avais adoré les descriptions, pareil ce côté un peu sombre de l'histoire. L'histoire était lente mais il y avait une once de suspense, vous voyez. Je voulais toujours connaître la suite, savoir qu'est-ce qui allait se passer, tout ça. Malheureusement, dans le tome 2 n'est pas du tout à la hauteur du tome 1. J'ai trouvé le rythme d'une lenteur horrible, vraiment. On reste vraiment dans un endroit en particulier, on bouge pas tellement pendant je ne sais combien de pages. Au final, on tourne en rond. Je me suis forcée à le finir pour avoir le fin mot de l'histoire, forcément. Je pense clairement que cette histoire aurait pu être plus court. Un one shot aurait été suffisant. Il n'y avait pas besoin d'un deuxième tome en fait. Juste, voilà, quelques pages en plus dans le tome 1 pour bien finir l'histoire. Et puis ça aurait été bon quoi. Parce que là c'était trop lourd. Voilà. Ensuite, pareil, j'ai acheté et j'ai lu Ambrosia. Donc, c'est le tome de Frost que j'ai lu le mois dernier également. C'est de C.N. Crawford aux éditions Corrigan. Donc, pareil pour celui-ci. J'avais bien aimé le tome 1, mais je suis également déçue du tome 2. Oh, par contre, la couverture est très jolie, j'adore avec le papillon. Très différent du tome 1. Le tome 1 représente un peu plus l'hiver. Là, on dirait plus le printemps.
se passe rien. Pareil, je pense que un one shot ça aurait été parfait plutôt qu'une duologie. Donc encore une déception. Je viens de m'apercevoir qu'il y a quasiment que des déceptions. Bon, on va changer un petit peu. Je vais vous montrer mes coups de cœur là, cette fois-ci. Donc j'ai acheté le tome 2 du... C'est comment le tome 1? Le Royaume. Non, si, le Royaume des damnés. Donc là nous avons le tome 2, le Royaume des maudits. Et j'ai acheté également forcément le tome 3, le Royaume des Infernis. Donc c'est de Gary Maniscalco aux éditions de Saxus. Et ça, j'ai adoré jusqu'au bout. Le tome 1, le tome 2, le tome 3, ce sont tous des coups de cœur. Je vais garder le bleu avec moi. Donc, pour vous faire un résumé du tome 1, on a Emilia qui est une sorcière et qui vit secrètement parmi les humains. Donc elle vit dans une famille de sorcières avec ses parents, sa grand-mère, et ils ont même un petit restaurant italien puisqu'ils vivent en Italie, je crois plus précisément en Sicile. Mais un jour, sa sœur jumelle Vittoria est assassinée. Donc forcément, elle entreprend de retrouver le meurtrier et de se venger. Mais pour cela, elle a fait usage de la magie noire. Et elle rencontre l'un des démons de l'enfer. Enfin plutôt un prince, l'un des princes de l'enfer, voilà. Et les princes de l'enfer sont en fait les 7 péchés capitaux. Donc là on a la carte et on voit bien qu'il y a la maison colère, la maison luxure, la maison gourmandise, maison paresse, maison orgueil, maison envie et maison cupidité. Et donc elle rencontre le prince colère. Et cela va aboutir à une aventure pour découvrir qui est le meurtrier de Vittoria. En tout cas dans le tome 1. Et j'ai vraiment adoré. On a plein de renversements de situation, que ce soit dans le tome 1, dans le tome 2, dans le tome 3. On ne s'ennuie jamais. La romance, c'est un slow burn comme je les aime. Voilà. C'est-à-dire que dans la fin du tome 1, il n'y a pas vraiment de romance au final. Voilà. C'est vraiment très lent. Je ne me suis jamais ennuyée dans cette trilogie et j'aimerais beaucoup que l'autrice fasse un jour d'autres livres dans le même univers avec les autres démons, puisque là forcément on voit beaucoup colère, on voit également beaucoup cupidité et envie je crois, mais on voit pas vraiment luxure, paresse, voilà. Et ce serait cool d'avoir d'autres
Olivia Wildenstein aux éditions Corrigan. C'est la trilogie Le Royaume des Corbeaux, donc ça c'est le tome 2, donc que j'ai en relié. Qui est vraiment très 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 bon. Voilà. Et même le dos est magnifique. Donc celui-ci est un véritable coup de cœur également. Le tome 1 qui est La maison aux ailes déployées avait été également un coup de cœur. Pour faire un petit résumé, on suit Valon qui est mi-faille, mi-humaine. Elle travaille dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. La jeune femme est en fait détestée par l'élite des failles au sang pur, à l'exception du prince, donc le prince qui s'appelle Dante, et elle est amoureuse de lui depuis qu'ils ont échangé un baiser quand ils étaient plus jeunes. Mais voilà, cet amour entre un prince et une mi-faille mi-humaine est impossible, jusqu'au jour où un oracle prédit à Valon un avenir dont elle n'aurait jamais pensé. Elle peut devenir reine, mais pour devenir reine, elle doit libérer une créature ailée, voilà, aux immenses pouvoirs. Un corbeau quoi.
Shiori, qui est une princesse, fille de l'empereur de Kyoto. Elle a 6 frères, des frères qu'elle adore et réciproquement. Les frères sont vraiment adorables. Leur mère est morte, mais ils ont une belle-mère et leur relation est pas top avec cette belle-mère. Et un jour, Shiori va découvrir quelque chose sur sa belle-mère qu'elle n'aurait pas dû savoir. Et donc là, la belle-mère la maudit, voilà, en lui retirant la parole, sous peine de tuer l'un de ses frères pour chaque mot qu'elle prononcera. Les frères sont transformés en grues. Et donc Shiori et ses frères vont essayer de rompre la malédiction. J'ai bien aimé le tome 1, ça passe, c'était une très belle découverte. Mais quelle déception pour le tome 2, je me suis ennuyée tout du long. C'était répétitif, le titre du tome 2 c'est La promesse du dragon. D'ailleurs oui, je vous ai pas dit, c'est de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Donc le tome 2 c'est La promesse du dragon. Ouais, ok,